Rémi Berkowitz, paysagiste des PSG, docteur en géographie, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux. Et puis merci pour cette présentation qui était vraiment intéressante et qui, d'un certain point de vue, pourrait recouper ce qu'on a fait, nous, puisqu'il y a aussi une dimension comparative européenne, puisque je vais vous présenter une recherche, en fait, une recherche qui a été menée entre 2012 et 2014 par 4 équipes européennes au sein d'un programme scientifique lancé par les ministères français de la Culture et de l'Écologie, qui s'appelait IMR, ce programme scientifique, qui était soutenu donc par ces 2 ministères, mais aussi par l'Atelier international du Grand Paris. C'était donc un gros projet de recherche, on va dire, qui mêlait donc 4 équipes européennes. Donc l'Institut de... Alors, je suis désolé, mais je crois qu'il y a du bruit derrière. Alors, moi, ça ne me dérange pas trop, mais enfin, un petit peu quand même. Mais si c'est possible de couper les micros, ok, super, merci. Donc, oui, je vous disais 4 équipes de recherche européennes. L'Institut de développement territorial de l'Université de Grenade, l'unité de recherche sur la gouvernance des transformations paysagères de l'Université de Venise, l'EPIA aussi de Genève, et puis tout ça a été piloté par ce qui était à l'époque le CEPAGE ADES, c'est-à-dire le groupe de recherche de l'École du paysage de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux, qui est depuis devenu l'UMR Passage du CNRS. L'objectif de ce travail, c'était finalement, il s'inscrivait dans une double perspective, si vous voulez. Tout d'abord, chercher à montrer la possibilité et l'intérêt de construire une lecture des paysages à travers le prisme de l'histoire des relations des sociétés à la ressource énergétique. Autrement dit, on cherchait à montrer comment les paysages nous parlent dans leur matérialité concrète, évolutive, mais aussi à travers les sentiments, les représentations qu'ils ont suscité du rapport des sociétés à l'énergie. Et sur cette base, le but de ce travail, ça a été de défricher en quelque sorte les voies qui permettraient de faire du paysage un outil pour penser la transition énergétique, concevoir des projets concertés dans ce domaine. Autrement dit, là, il s'agissait aussi de donner au paysage ce rôle d'un outil de médiation qui permettrait de faire émerger des projets énergétiques de territoire. Et finalement, en s'orientant dans cette double direction, à la fois ce paysage comme référent partagé et objet de médiation, ce travail, donc, cette recherche, elle ambitionnait de proposer une vision, j'allais dire, alternative de la question paysagère dans son rapport à la question énergétique. Bon, puisque on pourrait faire le constat que le paysage et la présentation d'avant nous a montré précisément le contraire, mais globalement, quand même, le paysage est plus fréquemment utilisé soit comme un argument contre les énergies renouvelables, au nom d'un paysage pittoresque, on va dire, ou utilisé pour maquiller les infrastructures, cette fameuse intégration paysagère. Et ce qu'on voulait, nous, c'était plutôt déplacer ce rapport de la question paysagère à la question énergétique et contribuer, autrement dit, à mettre autrement l'énergie en paysage. C'est en ça, je trouve que ce qu'on a fait, fait largement écho à ce qui vient d'être dit précédemment. Bon, les terrains sur lesquels on a travaillé, c'était l'hydroélectricité dans les montagnes de l'Europe du Sud. Je vais vous expliquer un peu. Cette recherche, donc, elle a porté sur 4, c'est pas tout de suite cette diapositive, mais bon, c'est pas grave. Cette recherche, elle a été menée dans 4 régions de montagnes européennes, donc Sierra Nevada, donc en Espagne. Pardonnez-moi, mais on vous entend plus.
c'est bon, vous m'entendez, c'est bon, c'est revenu? Allô? C'est bon, je Oui, c'est peux bon, continuer, hein. C'est bon, Rémi. Tout à fait, Rémi. On t'entend. Merci. On ne te Vous voit pas, étiez, mais on t'entend. vous étiez a priori resté à Sierra Nevada, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, effectivement, une recherche comparative entre 4 régions de montagne en Espagne, la Sierra Nevada, en Italie, les Dolomites, dans le Valais suisse et dans les Pyrénées centrales françaises. Et donc, pourquoi on a choisi de travailler sur cette relation paysage et énergie en prenant le cas des montagnes, des espaces montagnards? C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons, mais la plus importante, on va dire, c'est que la montagne a été, il y a un siècle, on va dire, un siècle, un peu plus d'un siècle, la scène privilégiée, j'allais dire, d'une autre transition, d'une transition énergétique. Historiquement, il s'est passé une transition énergétique assez forte, même on pourrait plutôt parler presque d'une révolution en fait énergétique dans ces montagnes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a été celle qui a été engendrée par le développement de l'exploitation des ressources hydroélectriques. Donc c'est cette transition, révolution énergétique de l'hydroélectricité, de la construction des barrages, des conduites forcées, des usines hydroélectriques, de l'implantation finalement de tout un macro-système technique qui va profondément transformer ces vallées. Donc c'est principalement pour cette raison qu'il nous semblait que la montagne était un espace où cette relation entre énergie et paysage pouvait être particulièrement bien vue. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut voir dans tous les territoires, hein, mais la montagne était un cas un peu archétypal, si vous voulez, là-dessus. Alors, je vais vous proposer un plan en 3 parties, si vous voulez. Tout d'abord, bon, je vais vous poser rapidement le cadre théorique de cette recherche et en fait, très rapidement, hein, définir la notion centrale qui a été celle de scénario paysager de l'énergie. Dans un deuxième temps, un peu sur cette base, je vais vous présenter un exemple, celui de la vallée d'Or dans les Pyrénées. Alors, j'aurais pu vous parler de l'Espagne, ça aurait été beaucoup plus exotique, mais j'ai préféré rester un peu local, donc je vais vous parler de la vallée d'Or, un peu de la vallée du Gave de Pau aussi. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer comment c'est sur la base de ce travail, on a mené des expérimentations de médiation paysagère, on va dire, à partir de ce travail. Expérimentations qui ont été menées dans un cadre pédagogique au sein de l'école du paysage de Bordeaux. On peut passer à la diapositive suivante. Qui vise à vous expliquer un peu une des notions centrales qui a été au cœur de cette recherche, qui est celle de scénario paysager de l'énergie. Et je voulais vous expliquer cette notion à travers 3 points très simples. Qu'est-ce qu'on peut entendre par scénario paysager de l'énergie? C'est tout d'abord une démarche de recherche qui vise à articuler le temps et l'espace. En gros, si on applique à la question énergétique cette question du temps et de l'espace, il s'agit de rendre compte de la manière dont les relations des sociétés à l'énergie vont façonner les paysages. La production, l'exploitation, la consommation énergétique construisent des paysages et à chaque époque de l'histoire, va fabriquer son paysage de l'énergie, si vous voulez. Et donc, notre idée, à travers ces scénarios paysagers de l'énergie, c'était de reconstituer dans l'espace et dans le temps ces paysages de l'énergie. Et c'est une espèce de géohistoire de l'énergie, si vous voulez, à travers sa matérialisation paysagère. C'est ce qu'on a cherché à faire. Le deuxième point pour expliquer cette notion, c'est que c'est une démarche de recherche qui vise à inscrire, à réinscrire l'énergie dans son système territorial global. Donc vous avez compris qu'il s'agit de rendre compte des interactions qui existent entre les évolutions paysagères et les différents modes d'exploitation de la ressource énergétique, mais aussi de le mettre en rapport avec les autres formes d'exploitation des territoires montagnards, agricoles, forestières, touristiques. Donc en gros, c'est une approche qui se veut globale et systémique. Et troisièmement, c'est aussi une démarche de recherche qui vise à faire le lien entre paysage matériel et paysage idéal, entre le paysage objectif et les représentations paysagères. Et sur le plan de la méthode, ça a conduit finalement à individualiser des étapes, des moments clés, des états paysagers, on va dire, de la relation des sociétés à l'exploitation des ressources, et en particulier des ressources énergétiques.
Donc, si on passe à la diapositive suivante, je vais essayer de vous expliquer de manière un peu plus concrète tout ce que ça veut dire, ces scénarios paysagers de l'énergie. Donc, il faut passer à la diapositive suivante. Voilà, c'est ça. En vous parlant de l'exemple de la vallée d'Or. La vallée d'Or, donc, c'est celle bon, c'est une vallée adjacente, parallèle à celle de la vallée du Gave de Pau, qui est souvent plus connue. Mais cette vallée d'Or, je l'ai choisie aussi parce qu'elle illustre parfaitement les relations les interrelations entre exploitation de la ressource énergétique, développement touristique, politique forestière et exploitation des ressources agro-pastorales. Donc, on peut commencer par parler de la situation dans le dernier tiers du 19e siècle, puisque vous l'aurez compris, puisqu'on parle essentiellement de l'hydroélectricité, on va être sur un pas de temps qui est essentiellement la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. Et quelle est la situation de cette vallée dans le dernier tiers du 19e siècle? C'est que c'est une vallée particulièrement pastorale, si vous voulez, où les éleveurs des deux côtés de la frontière mettent leurs animaux dans les estives à la belle saison. Cet espace, il est constitué aussi de lacs naturels dont les eaux alimentent le canal de la Neste, construit en 1862, canal qui sert à irriguer les cultures des plaines céréalières de tout le sud-ouest, si vous voulez. Et finalement, pour assurer un meilleur approvisionnement du canal, on va construire le lac d'Orédon entre 1869 et 1884, avec la maison de l'ingénieur qui est construit en 1870, qui sert à gérer les flux de ce barrage. Et donc, les barrages sont à cette époque, dans un premier temps, réalisés pour l'agriculture. Il y a une relation très forte entre la montagne et la haute montagne et la plaine, mais dans une perspective agricole, si vous voulez. Si on passe à la diapositive suivante, on verra que dès le début du XXe siècle, ce système essentiellement agricole va être utilisé pour l'hydroélectricité. Création du barrage, de nouveaux barrages, comme celui d'Aubert, d'Aumar, le premier barrage aussi de Cap-de-Long, dont on va reparler très, très, très fortement. Barrages qui lancent désormais leurs eaux dans des conduites forcées jusqu'à l'usine d'Edget, qui se trouve dans la vallée, dans le fond de vallée plutôt, vallée qui va devenir donc à partir de ce moment-là pionnière d'un point de vue industriel, la construction d'une cité ouvrière, etc. Voilà. Et ce qui est intéressant et ce qui singularise complètement cette vallée par rapport à celle du Gave de Pau, qui est juste à côté, qui est, contrairement à celle-ci, une vallée qui est extrêmement touristique depuis au moins le XVIIIe siècle, c'est que dans la vallée du Gave de Pau, il va y avoir des conflits extrêmement forts au même moment entre les partisans de l'hydroélectricité et ceux de la protection de la nature pittoresque, de la découverte touristique, alors que dans la vallée d'Or, il y a une véritable alliance objective, on va dire, entre tourisme, protection des paysages, nature pittoresque et hydroélectricité. Puisque, en fait, la construction de ce système hydroélectrique va permettre la création de routes d'accès au sommet, va engendrer la création de sentiers de découverte touristique, et par exemple, la création de la réserve du Néouviel en 1935, qui est adossée aussi à un jardin botanique et un laboratoire d'hydrobiologie de l'université de Toulouse, construite dans les années 20. Tout ça se fait de manière symétrique et de manière assez coordonnée d'un certain point de vue, mais finalement au détriment des éleveurs et du pastoralisme qui est progressivement chassé, puisque il y a toute une partie sur la réserve qui est louée par l'université de Toulouse, qui va chasser en partie les éleveurs, et notamment les éleveurs aragonais en premier lieu. Si on passe à la diapositive suivante, on verra qu'on va passer dans l'après-guerre à une étape radicalement différente de construction de ces paysages hydroélectriques. C'est le moment des grands travaux, celui des chantiers prométhéens, si vous voulez. La mise en place du système Cap-de-Long-Pranière, c'est-à-dire l'interconnexion et la spécialisation des vallées. La vallée d'Or va désormais être une vallée de stockage.
notamment avec la construction du deuxième barrage de Cap-de-Long, là, qui devient vraiment le chantier phénoménal, un des très très grands chantiers de l'époque, hein, Cap-de-Long, qui est un barrage qui se situe à plus de 2000 mètres d'altitude, chantier vraiment prométhéen. Et donc, tout le stockage va se faire essentiellement dans ces barrages, et notamment dans le barrage de Cap-de-Long. Et la production, elle, va être mise en place dans une autre vallée, la vallée adjacente, donc avec l'usine de Pranières. Et c'est tout un système extrêmement important qui serait beaucoup trop long de décrire, un macro-système technique qui va imprimer fortement sa marque sur cette vallée. Cette complicité entre le tourisme et l'hydroélectricité dont je vous parlais tout à l'heure, elle se poursuit largement avec toujours un accès de plus en plus fort au sommet, avec la construction de routes, notamment la fameuse route des Lacets qui amène à Cap-de-Long. Bon, je passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le desserrement à ce moment-là de la contrainte patrimoniale. En 1967, c'est le tracé du cœur du parc national qui va éviter soigneusement toutes les infrastructures hydroélectriques, alors que dans le même temps aussi, le pastoralisme va continuer son déclin. Si on passe à la diapositive suivante, qui nous ramène à un temps plus proche de nous, on va s'apercevoir que cette alliance entre tourisme et hydroélectricité va se construire aussi autour de des stations de ski. Hein. C'est les grandes stations de Pio, les deux grandes stations de Pio qui vont se construire. Et les infrastructures hydroélectriques vont vraiment être utilisées pour à la fois donner de l'électricité aux stations, fournir de l'eau pour fabriquer la neige artificielle et évidemment toutes ces routes qui ont été construites qui facilitent largement l'accès aux pistes. C'est aussi, à partir des années 70-80, le partage entre protection de la nature et aménagement qui est largement fait, comme on peut le voir notamment sur les cartes. Bon, je vais vite. Je vais passer certains points parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Et je voulais terminer un peu ces scénarios paysagers de l'énergie pour observer qu'à partir des années 2000-2010, on observe une multiplication des initiatives en matière de développement d'énergie locale, avec notamment la création par la communauté de communes du Vésiau d'Or, excusez-moi, d'une chaufferie à bois à partir de défrichement des parcelles agricoles qui avaient été abandonnées, puisque vous l'avez compris, cette vallée s'est beaucoup spécialisée dans l'hydroélectricité et avait dû finalement abandonner un peu sa dimension, pas totalement, hein, mais sa dimension pastorale. Mais toutes ces initiatives restent un peu isolées, ne forment pas vraiment une politique d'ensemble. Et ces initiatives, elles se mettent aussi en place alors qu'en 2006 se libéralise le marché de l'énergie. Et dans ces vallées, cette libéralisation du marché de l'énergie va conduire au renouvellement des concessions. Les concessionnaires historiques, EDF, la CHEM, vont devoir remettre en jeu finalement leurs concessions et la loi va obliger ces nouveaux concessionnaires de mettre en place, en fonction d'une procédure qu'on appelle GEDR, un projet énergétique de territoire à l'échelle de la vallée. Si vous voulez, c'est une condition de la concession, c'est de mettre en place un projet énergétique de territoire. C'était donc un moment, on est arrivé dans cette recherche à un moment crucial, hein, si vous voulez, de l'histoire hydroélectrique de ces vallées. C'était donc le moment de renouvellement de ces concessions qui nous a semblé être un moment propice pour expérimenter des démarches de médiation paysagère au service de la transition énergétique. C'est en tout cas dans ce contexte qu'on a fait travailler les étudiants de l'école du paysage de Bordeaux. On peut passer à la diapositive suivante, où je vais essayer de vous décrire rapidement le séminaire pédagogique qu'on a mis en place dans... Comment ? Il vous reste 2 minutes, monsieur. Ouais, je termine, mais bon... Voilà. Séminaire qui s'est appelé les récoltes des énergies, qui a visé à co-construire avec les habitants et les acteurs locaux une lecture énergétique des paysages, à mener une réflexion critique sur les notions de transition énergétique, d'énergie renouvelable dans le contexte de renouvellement des concessions, et sur cette base de construire des espaces
de réflexion, de projet, de débat démocratique, de repenser collectivement ce que pourrait être une transition énergétique des territoires de montagne. Bon, je vois que je n'ai pas le temps de trop développer. Ce qui m'a paru intéressant, c'est vraiment de montrer que cette connaissance très fine qui a été co-construite avec les habitants à partir des travaux qu'on avait faits, mais aussi avec les habitants, les acteurs locaux, ça a permis finalement de poser de manière un peu différente la question énergétique en montagne. Alors que généralement, c'était plutôt des actions qui se limitaient à situer, à intégrer des objets techniques dans le paysage. Sur la base de cette connaissance, c'était un projet de transition énergétique radicalement différent qui émergeait. C'était celui qui favorisait des autonomies énergétiques locales. Et là, on pourra le voir sur la diapositive suivante, sur la base d'une exploitation de potentialités micro-énergétiques existantes. Et si on voit la diapositive suivante, toutes ces micro-potentialités, elles avaient été cartographiées, discutées, mises en commun pour voir comment elles pouvaient participer à un véritable projet énergétique de territoire. Bon, je termine simplement pour vous dire que bon, tout ça, l'avenir énergétique de ces vallées, donc qui sont surmontées de ces barrages, reste encore largement flou. Hein, malgré ce qu'on a apporté, ça n'a pas pu tout régler. Ça n'a pas, c'était qu'un projet pédagogique finalement. L'émergence de véritables projets énergétiques de territoire, dans le cadre de ces renouvellements de concessions, reste largement à suspens. Et notre gageur, c'était de dire que ce détour par ces scénarios paysagers de l'énergie, par ces expérimentations de médiation paysagère, aiderait à repenser les projets dans ce domaine, dans toutes leurs dimensions territoriales, environnementales, culturelles. Et finalement, c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec ce réseau, c'était que bon, ça mériterait probablement d'être poursuivi et de mettre en place de véritables chantiers expérimentaux dans ce domaine-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai sûrement été très rapide. Je vous prie de m'excuser de ce point de vue-là. Première question, est-ce que ces données, ces études sont accessibles, Rémi? Je vais essayer de vérifier si on l'a mis. On a une plateforme qui s'appelle HAL et dans lequel on met les travaux qu'on mène et je vais vérifier si elle est sur cette plateforme et si c'est le cas, je mettrai le lien en description. Enfin, dans le chat. Dans le chat, excusez-moi. Très bien. On nous demande également quels sont pour vous les formats d'ateliers avec les acteurs du territoire ou citoyens qui ont été les plus efficaces en nombre de participants, les échanges les plus constructifs, les propositions les plus intéressantes, selon toi? C'est difficile parce que là, je vous ai présenté qu'une des nombreuses expériences pédagogiques qu'on a menées. Parce que là, ce que je vous ai montré, ça se passait dans la vallée du Gave de Pau, mais on en a aussi fait dans la vallée d'Or. Et avec des méthodologies extrêmement diverses, en fait. Et bon, ce qui est sûr, c'est que on avait travaillé beaucoup sur le terrain, en fait, directement sur le terrain avec les habitants, avec les acteurs locaux aussi. Et les sorties de terrain avaient été particulièrement intéressantes, mais on avait aussi, par exemple, animé des émissions de radio. Des émissions de radio. Bon, c'était en 2014, je ne me souviens pas de tout non plus, hein, je vais être tout à fait franc. Mais bon, c'était... Bon, voilà, des émissions de radio, on avait fait beaucoup de balades, des émissions radio, et puis des réunions en salle, Bon, parfois, ça durait jusque très tard. C'était aussi des réunions extrêmement conviviales, en fait. Il y avait des formats, mais il y avait aussi la manière dont on réussissait à faire venir les gens. On avait aussi fait des stands sur les marchés. Voilà, c'est difficile de vous répondre de ce point de vue-là. Et puis, sincèrement, on n'a pas vraiment évalué, pour être tout à fait sincère, ces dispositifs. Il faudrait une vraie évaluation pour vraiment répondre à votre question. Justement, en parlant d'évaluation, Rémi,
Est-ce que l'étude s'est intéressée à l'éventuelle causalité entre l'implantation des activités énergétiques et puis le retrait du pastoralisme sur le secteur? Alors, repose-moi la question. Oui, alors je te la pose plus fidèlement. Est-ce que le projet de recherche s'est attaché à établir des rapports de causalité entre l'implantation des activités énergétiques et retrait du pastoralisme, par exemple? Donc, voir si le développement d'une activité… C'est ce que j'ai peut-être été trop rapide, peut-être maladroit, et vous m'excuserez si ça n'a pas été assez précis, mais c'est précisément ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie du XXe siècle, dans les années 20-30. L'implantation de l'hydroélectricité dans la vallée d'Or a largement contribué à faire péricliter ces activités pastorales, notamment en virant, hein, pour le dire très clairement, en virant tous les éleveurs aragonais, donc tous les Espagnols excitent. Donc ça a largement contribué mais ce scénario-là n'est pas du tout valable dans plein d'autres vallées aussi. Donc il ne faudrait surtout pas généraliser. Dans d'autres vallées, par exemple la vallée du Gave de Pau, je ne dis pas que ça a favorisé le pastoralisme, mais en tout cas les deux se sont largement déployés dans un même mouvement. Et d'ailleurs les deux vallées, d'un point de vue pastoral, sont très différentes aujourd'hui. Et on voit bien comment ce macrosystème technique a largement contribué au reste, à la transformation du reste de la vallée et du reste de ces relations socio-environnementales, on va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'essaie de… Merci beaucoup, Rémi. Les travaux sur la vallée du Gave de Pau sont-ils également disponibles? Est-ce que les travaux de la vallée du Gave de Pau sont également disponibles, Rémi? C'est tout à fait disponible aussi. Tous les travaux sur les vallées italiennes, espagnoles, etc. Mais je ne pouvais pas vous parler. Alors, j'aurais préféré d'ailleurs vous parler d'Espagne parce que c'est là où j'avais le plus travaillé. Et c'était un cas hyper intéressant, mais peut-être un peu trop lointain. Il aurait fallu faire beaucoup d'apartés pour vraiment le comprendre. Je viens de mettre en lien le lien. Je viens de mettre le lien pour accéder à cette recherche. Très bien. Si vous cherchez de la documentation aussi, je peux essayer de vous mettre d'autres, parce qu'on a écrit pas mal d'articles aussi par rapport à ça, et on avait notamment coordonné un numéro de projet de paysage. Donc, je vous mettrai aussi les références. Oui, donc on a spécifié dans le chat qu'il y aurait un complément d'informations à travers une restitution des échanges d'aujourd'hui sur la plateforme du réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine, donc le site web du réseau. Merci beaucoup. Sophie, je te laisse la main pour présenter l'intervention.